Bonsoir. Ça fait longtemps que je me suis pas adressé à vous directement, mais là, il y en a vraiment marre. C'est pour ça que je lance un appel. Il faut vraiment, vraiment se mobiliser pour défendre le docteur Louis Fouché à Marseille. Je pense que vous voyez qui c'est. Il a vraiment besoin de tout l'appui du peuple, car ils sont en train d'essayer de l'inquiéter à la PHM de Marseille. Il est convoqué ce jeudi 5 novembre à 16 heures à la direction générale par le professeur Dominique Rossi, président de la commission médicale d'établissement, et monsieur Jean-Olivier Arnaud, directeur général de la PHM. C'est inadmissible. J'espère qu'il ne sera pas embêté. Mais en tout cas, il a vraiment besoin de nous. C'est pour ça que je lance cet appel ce soir. Je vais laisser dans les commentaires les adresses mail des trois intéressés. Où vous pouvez envoyer un mail. Si vous pouvez faire un mail gentil, hein, ça sert à rien d'agresser les gens, mais pour dire tout le bien que vous pensez du professeur Louis Fouché, du docteur Louis Fouché, car il a besoin de nous, là, il a vraiment besoin de nous, il s'est mis en avant, il a pris des risques pour nous, donc on doit être là pour lui. Voilà, j'espère que mon appel sera entendu, vous pouvez partager à gogo comme vous voulez, il faut vraiment, vraiment, vraiment le soutenir. Voilà, voilà. Bon bah je vous souhaite bon courage dans ce semi-confinement bordélique. Et j'espère qu'on va réussir à sortir de tout ça au plus vite. Bonne soirée à vous les amis, bonne soirée. C'est la phrase de Hannah Arendt, hein, quand tout le monde ment, le problème c'est pas que les gens croient des mensonges, c'est qu'ils croient plus personne. Et ils sont plus capables de voir les quelques-uns qui portent la lumière. Ben, on a l'impression que là les gens ils sont tout seuls, chacun dans leur coin. Et en fait, c'est des petites braises qui s'excitent tout seuls derrière leur écran, à être en colère, à être désespérés, à être tristes. Mais qu'en fait on doit les mettre ensemble. Parce que ces braises-là, ensemble, si on souffle dessus, je peux vous dire que d'un coup, tout va changer. En gros, moi, j'ai pas peur, en fait, du SARS-CoV-2. J'ai plutôt peur du déferlement totalitaire. Mais par contre, la directive gouvernementale disant qu'on peut distribuer du Rivotril, c'est-à-dire un médicament qui, en gros, fait arrêter de respirer aux gens qui respirent mal en EHPAD, c'est un scandale sanitaire sans précédent. Transformez votre colère et votre indignation en courage. Ne la transformez pas en violence. Actuellement, dans la société, vous sentez cette bifurcation potentielle. On peut partir d'un côté vers quelque chose d'hyper violent et de destructeur, ou alors on peut partir vers du courage et la détermination de dire non aux quelques-uns qui ont décidé de s'emparer de notre destin. Il faut bien expliquer au grand public, avoir un test positif, ça n'est pas être malade du Covid-19. Mais là, on est en train de faire du mal, c'est de la maltraitance à enfants. Hein. Les autres passent leurs droits, elles les touchent, et puis je pense qu'elles se démasquent, j'espère, parce que ça fait des enfants qui n'arrivent plus à voir les lèvres bouger de leur nounou, qui du coup n'arrivent plus à apprendre à parler, n'arrivent plus à associer l'émotion à l'articulé. Et tu peux imaginer que dans la vie d'un enfant de 2 ans, 3 mois, c'est énorme en fait. Ouais. Ça leur fait un mal très important en fait. Et c'est difficile à regarder aussi pour les parents parce qu'ils ont du mal à regarder ça en face. Ils se disent bon, ça va passer, tout ça. Mais non, on est en train de faire du mal. Hein. Nous, on a plein de témoignages comme ça. C'est vrai. Et c'est des conneries de vous faire penser que c'est un geste citoyen de mettre votre masque. C'est juste pas vrai. C'est pas ça qui unit. Au contraire, ça nous désunit. Ça détruit notre société. Là, il est temps d'être courageux, quoi. Il est temps de se relever, de dire non, en fait. De dire simplement non, de manière non violente. Et c'est pas, effectivement, l'hydroxychloroquine, l'azithromycin, le zinc, c'est pas une spécificité française. Marseillaise, hein. C'est raillé en France, mais ailleurs, non. Il y a plein d'autres pays dans le monde où on l'utilise quotidiennement. Voilà, je ne redirai pas ce que dit Raoult, mais vous irez sur ces 19 studies où il donne l'usage, la réalité de l'usage. Et vous verrez que la moitié de l'humanité utilise l'hydroxychloroquine et cette moitié de l'humanité a plutôt des meilleurs résultats que nous. Alors on va dire oui, c'est les pauvres, ils savent pas compter, etc. C'est toujours une espèce de néocolonialisme blanc condescendant vis-à-vis de l'Afrique. Non, l'Afrique, ils savent compter et je peux vous dire que ça va beaucoup mieux que chez nous en fait. Par contre, ils ont peur d'autre chose. Ils ont peur des conséquences économiques de ce qui se passe chez nous, parce que ça va avoir des conséquences sanitaires chez eux. Et les émeutes de la faim, etc., au Nigeria, ça, c'est les conséquences de notre folie économique. On a un problème de ce qu'on appellerait une corruption systémique. Et par là, il ne faut pas entendre que tout le monde est méchant. Il faut entendre que le système lui-même est perverti. Les gens qui vont faire un article scientifique ou une thèse, ils le font pas majoritairement actuellement en médecine pour comprendre quelque chose. Ils le font pour être agrégés. Ils le font pour faire leur thèse. Ils le font parce que c'est une commande d'un laboratoire. Ils le font parce qu'ils doivent avoir tant de points SIGAPS pour devenir MCUPH. Ils le font pas pour comprendre et pour poser une vraie question. L'autre chose, c'est que les techniques qu'ils utilisent sont toujours les mêmes techniques statistiques
qu'ils utilisent parce qu'on leur a appris à l'école, mais ils comprennent pas pourquoi. Et donc, elles peuvent être inadaptées. On a beaucoup parlé de l'histoire de l'essai randomisé en phase épidémique. C'est pas le bon outil pour répondre à la question. Il y a d'autres outils pour répondre. Et donc, les gens qui passent leur temps à dire oui, il y a que l'essai randomisé, contrôlé, placebo en double aveugle. En fait, c'est du dogmatisme. C'est des gens qui réfléchissent plus à ce qu'ils font. L'autre chose, c'est que les techniques des laboratoires pharmaceutiques s'apparentent à des techniques mafieuses, en fait. Et ils passent leur temps à arroser ce qu'on appelle des leaders d'opinion. C'est-à-dire qu'ils créent dans chaque spécialité des leaders d'opinion. Et ces leaders d'opinion sont eux-mêmes souvent dans les sociétés savantes. Et eux-mêmes ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont été instrumentalisés. Ils ne sont pas méchants, en vrai. C'est juste qu'on leur offre des avantages, on leur permet de faire telle ou telle recherche. D'un coup, ça se débloque, alors que ça ne se débloquait pas avec les sous publics. Et donc, ils sont plutôt contents. Ils se disent, bah ouais, on a besoin des labos pour réussir à travailler, à avancer. Sauf que ce qu'ils ne voient pas au passage, c'est que le labo a défini vers quoi ils avançaient. Donc à la fin, il reste que la médecine est un art et pas un processus automatisable algorithmique. Ma prescription, éteignez la télé, éteignez vos téléphones. Et puis remettez-vous au contact de la réalité. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en dehors du réel. Il n'y a pas des tombereaux de morts dans la rue, il n'y a pas des charroirs remplis de cadavres. Non, par contre, il y a des gens masqués qui se font la gueule les uns aux autres. Il y a des gens qui perdent leur commerce, il y a des gens qui perdent leur entreprise, etc. Ça, c'est donc, la si réalité. vous retouchez au réel, vous comprendrez la réalité, vous comprendrez ce qui est le plus important. Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit savoir? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit savoir? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit savoir? De quoi es-tu si sûr? La vie, la mort, le dilemme, le souffle, l'esprit de l'homme, sa relation à lui-même. Les forces qui le maintiennent, les forces qui l'animèrent. Son rapport à l'animal, aux plantes et aux petits règne sa place sur terre, sa difficulté à s'y faire. Ses désirs impossibles à satisfaire. Cette éternelle quête de bonheur, ce besoin de chercher ailleurs. Quand la profondeur intérieure reste encore un mystère. De quoi es-tu si sûr? Des limites, des limitations. Droit carré bien rangé d'une petite façon. Au rythme des vacances, des soldes, des liquidations. Est-ce que la vie active peut au final mener à l'inaction? Je me le demande, j'ai encore plein de questions. Non messieurs, les questions, ça mérite pas d'objection. Qui a le courage de quitter ses schémas de protection et de fouiller derrière ses propres projections? Dis-moi qui? Mais où vas-tu avec les suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand tu crois se lever. De quoi es-tu si sûr, mon ami? De quoi es-tu si sûr, mon ami? De quoi es-tu si sûr? Discernes-tu l'inconnu et l'absence, le rêve et la réalité? Si tu fermes tes cinq sens, fais-tu la différence entre attente et patience?